Chers collègues, un grand merci d'abord à vous tous d'être venus ici aussi nombreux ce soir. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien nous sommes, 800, 900 ou 1000. De toute manière, peu importe, c'est beaucoup et cela montre d'ailleurs l'étendue de l'OGBL dans tous les secteurs. Et je souhaite la bienvenue à nos collègues candidats, candidates de la sidérurgie. Je souhaite la bienvenue à nos candidats de l'industrie, de la métallurgie, de la chimie, de l'alimentation. Je souhaite la bienvenue à nos candidats et candidates du bâtiment et de l'artisanat. Je souhaite la bienvenue à nos candidats du secteur financier, du secteur de transport, bus, aviation, du commerce aussi, et nos candidats et candidates des médias, de l'école et l'école supérieure de la recherche, nos candidats et candidates du nettoyage, de l'énergie et du service dans les communes et de l'État et d'autres institutions publiques et de beaucoup d'entreprises du domaine des services. Un collègue disait dans le passé, les services, ça va des frites jusqu'à l'orchestre philharmonique. Ceux qui sont là-dedans, je leur souhaite la bienvenue. Et finalement, nos candidats, candidates, pensionnés, retraités, qui sont candidats. Merci d'être là. Et je puis commencer par vous dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà plus de 4000 candidats inscrits pour les élections du 12 mars 2019 et vous pouvez être certain que maintenant que jusqu'au dépôt, jusqu'à la dernière date, le 25 février, il y en aura encore beaucoup plus. Et là, un grand merci. La représentativité est soulignée lorsqu'on dit qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes, des plus âgés. Et bien sûr, il ne faut pas oublier tous nos collègues frontaliers de la Belgique, de la France et de l'Allemagne. Un grand merci à vous aussi. Merci à tous les candidats et candidates, et cela pour ceux qui sont déjà délégués du personnel, mais aussi les très nombreuses personnes qui ne le sont pas encore. Et je voudrais dire quelques mots à ce sujet. La décision d'être candidat, c'est une décision pour un engagement personnel. C'est une décision le fait d'être membre de l'OGBL et d'en faire plus, d'être actif syndicalement et encore plus de se présenter lors des élections démocratiques pour représenter les intérêts des gens.
représentés dans un sens collectif. Et la décision de l'engagement, c'est pour vous tous le fait de reconnaître qu'on est les plus forts lorsque dans les entreprises, dans la société, on surmonte la concurrence et qu'on sait qu'on est les plus forts pour s'imposer en commun, pour améliorer les conditions de travail et les conditions salariales dans les entreprises, au-delà des entreprises et au niveau national par rapport aux questions des assurances sociales, des droits sociaux, etc. C'est une décision très importante et je puis vous dire, et je le dis au nom de tous ceux qui déjà depuis longtemps sont délégués du personnel, que cela n'est pas dommage. Que d'être délégué du personnel, c'est un travail dur. Il faut être motivé, honnête, engagé, mais vous allez voir que cet engagement, ce travail donne beaucoup pour la propre personnalité dans les relations sociales par rapport aux collègues du travail et d'autres syndicalistes, et ceci dans le travail en tant que délégué. Et bien sûr, lorsque il y a des actions syndicales et qu'on va au-delà, et je citerai les gens qui, depuis des mois, nous disent, c'est-à-dire ceux qui étaient en grève dans les maisons de soins, c'est l'action la plus extrême qu'on peut faire. Ils ont dit, voilà, ce qui nous liait, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Et c'est lié aussi à l'engagement d'un côté, beaucoup de travail, très souvent frustration aussi, mais aussi quelque chose qu'on peut avancer personnellement. Et les délégués des syndicats, les délégués de l'OGBL sont plus que ceux qui sont candidats pour être des délégués qui ne sont pas des syndicalistes. Et il y en a donc que nous appelons délégués du patronat, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas et qui veulent s'engager honnêtement et qui se rendront très vite compte que s'ils n'ont pas derrière eux un syndicat fort, lorsqu'ils ne sont pas délégués syndicalistes, qu'ils ont très peu de possibilités d'action pour pouvoir faire quelque chose contre le patron dans l'entreprise. C'est très limité. Et le contraire, c'est que le délégué syndical, surtout celui à l'OGBL, qui sait que derrière lui, il a un syndicat fort, qu'il y a beaucoup de possibilités à faire, non pas seulement au niveau de l'entreprise, mais au-delà, et que le soutien, c'est son syndicat, mais c'est aussi notre service SICA qui, chaque jour, est soutenu par beaucoup de nos membres ou ils soutiennent les membres pour les droits sociaux. Et c'est le soutien de tous les autres membres syndicalisés dans l'entreprise. Et c'est la différence qualitative entre un délégué du personnel syndical et quelqu'un qui ne l'est pas. Et l'OGBL, dans toute sa représentation des intérêts, ne peut pas fonctionner, n'est pas dans la possibilité d'action sans les centaines, les milliers de délégués du personnel de l'OGBL. Vous êtes la base de l'OGBL à côté de nos membres. C'est vous donc la base active et j'espère que vous tous, vous serez élus comme délégués du personnel. Et j'ai déjà dit qu'un délégué du personnel de l'OGBL
est le délégué de l'OGBL et le plus grand syndicat dans le pays, la force sociale numéro 1 depuis 40 ans. L'OGBL est le moteur du progrès social ici à Luxembourg. Nous avons plus de 70 000 membres et plus de 200 conventions collectives où nous négocions les conditions de travail de nos collègues. Nous sommes dans des centaines d'entreprises et dans les délégations du personnel, nous avons la majorité absolue à la Chambre des salariés. Et il y a une question très importante. Qu'est-ce ou comment, ici à Luxembourg, se présentera l'État social? Nos assurances sociales, comment seraient-elles? Nos lois régissant les salaires, notre loi du travail, la participation, s'il n'y avait pas l'OGBL. Et c'est facile de répondre à cette question. Là-dedans, il y a les candidats et leur importance, donc aussi pour les élections sociales de 2019. C'est un moment très important où on fixe à nouveau quel est le rôle de l'OGBL pendant les 5 années à venir. Au niveau des représentants des gens dans les entreprises, au niveau des conventions collectives, au niveau du plan social par rapport à toutes les questions qu'il faut voir du côté du social général, donc, et aussi en ce qui concerne la législation. Et pour nous tous, il s'agit de voir comment notre mandat est concrétisé, la justice sociale, la qualité de la vie dans la société, un État social fort, donc des lois progressistes, des bonnes conditions de travail et des bonnes conditions salariales dans les entreprises et de bonnes perspectives sociales pour toute la population active, les familles, et ceci aujourd'hui, vu les problèmes qu'il y a. Et c'est que depuis des années, depuis des décennies, nous sommes confrontés avec la politique néolibérale, d'autres l'appellent néoclassique en Europe, avec toutes les conséquences que cela a. Et pour ces conséquences, je nommerai les inégalités sociales dans tous les pays de l'Europe et aussi ici à Luxembourg. C'est donc un gros problème pour nous et surtout devant la toile de fond du risque de nouvelles cassures dans notre société, des risques concernant le développement de nouvelles technologies, la digitalisation, où c'est très important, où ça devient très important, et c'est notre mandat, que les inégalités sociales dans ce contexte n'augmentent pas, mais diminuent. Et que, bien sûr, la qualité de la vie de toutes les personnes s'améliore et ne se détériore pas. Et puis tout cela doit être vu devant la grande toile de fond, la grande nécessité, à savoir que notre société et notre économie doivent donc ménager les ressources pour atteindre les objectifs importants. C'est la grande toile de fond de ce que nous avons à faire. Et vu le développement des inégalités sociales et après les crises sociales et politiques en Europe,
parler de tous les mouvements antidémocratiques et les partis, les organisations qui en Europe augmentent et nous devons les combattre parce que c'est un pas en arrière plutôt qu'un progrès. Et à côté de la démocratie, je pourrais aussi parler de la paix. J'étais de ceux du demi-million qui, pendant les années 80, à Bonn, est allé dans la rue contre l'OTAN, contre le stationnement des fusées en Europe. À la fin des années 80, je crois que c'était 87, il y a eu un accord, l'interdiction de ces fusées entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et je trouve que c'est scandaleux que 30 ans après, ceci est actuellement menacé et nous risquons en Europe de nous retrouver au même endroit qu'il y a 30 ans. Est-ce que l'histoire ne nous apprend rien? Et c'est quelque chose que nous devons voir en tant que syndicat. Le mouvement syndical doit être fort pour pouvoir s'en sortir. Et le salariat ici à Luxembourg a besoin d'un syndicat fort parce que ce n'est qu'un syndicat fort qui peut avoir la possibilité d'action qui est nécessaire pour devant le patronat, les organisations patronales et la politique, faire tout pour l'intérêt des personnes actives et pensionnées. Et, chers collègues, ces dernières années, nous avons prouvé cela. Notre bilan est positif. Et je dirais quelques points importants. L'index, notre succès contre la politique d'austérité, le développement de nos conventions collectives pour les améliorations pour le salaire minimum, les horaires de travail, les rendements sociaux et la protection de nos assurances sociales. Et cette action doit continuer. Et ce sont là les engagements de l'OGBL et lors de ces élections sociales dans l'intérêt de tous les salariés et les familles de Luxembourg. Et je voudrais, si vous me permettez bien, intervenir sur certains points qui sont d'une importance capitale pour les années à venir et qui donc sont ancrés dans notre programme électoral. Le premier point, ce sont les meilleurs salaires, ou les salaires meilleurs, devrait-on dire. Donc c'est une des missions principales des syndicats, c'est la négociation salariale. La distribution de la richesse qui est créée dans les entreprises. Et l'OGBL a connu un grand succès, ne l'oublions pas. Lorsque nous parlons avec les collègues dans les entreprises, cela fait partie de ce que vous devez leur dire. L'OGBL a réussi, malgré les attaques entre 2006 et 2013 contre nos systèmes, sauver l'index, pas seulement le sauver, mais le sauver à 100%, mais c'est un grand succès contre ce que les gouvernements actuels voulaient faire à l'époque avec le soutien du patronat ici à Luxembourg. Pour l'index, il ne s'agit pas des salaires réels, mais de l'adaptation des salaires au développement des prix.
mais notre engagement pour les années futures doit être de continuer avec notre politique offensive pour de meilleurs salaires réellement développés. Parce que là, collègues, et là, il y a un besoin de rattrapage par rapport au développement de la richesse créée et le développement de la productivité. Et c'est très intéressant si, pour l'instant, on entend une Commission européenne dire qu'il faut faire quelque chose pour les salaires, il faut augmenter le pouvoir d'achat et les conditions, savoir comment on négociera et ça doit être amélioré. Et là, je comprends nos possibilités d'action concernant l'autonomie tarifaire, etc. Le développement des salaires ne suit pas les dividendes des actionnaires et ceux qui possèdent les entreprises. Et bien sûr, il y a tout un tas d'exemples positifs. Je pourrais parler du bâtiment, par exemple, où nous avons atteint un résultat salarial positif et cette convention collective pour beaucoup d'autres où nous avons pu lancer notre offensive salariale. Et bien sûr, ça doit continuer. Et ce n'est qu'un syndicat fort qui peut le réussir, pas seulement dans une entreprise, mais dans tout le mouvement des conventions collectives peut donc garantir une telle évolution. Cela vaut pour les salaires d'une manière générale et nous avons le salaire minimum. Et là aussi, je rappellerai qu'il n'y avait que l'OGBL qui, en 2015, a commencé à demander 10% de salaire minimum de plus pour la simple raison que nous sommes d'avis que les gens qui, ici à Luxembourg, travaillent 40 heures pour le salaire minimum doivent avoir un salaire qui leur permet de vivre normalement dans le pays. « 60 000 personnes travaillent à Luxembourg avec un salaire minimum et puis il y a des dizaines de milliers de gens qui sont juste au-dessus du salaire minimum. Et il y a un premier succès. Le nouveau gouvernement augmente le salaire minimum. Ce qui est présenté par le gouvernement, c'est 0,9%. Et ce que nous demandons, nous, ce sont 10%. Donc, manque encore 9,1%. Et là, bien sûr, notre message au gouvernement est clair. La première étape est positive. Nous n'oublions pas qu'ils veulent faire quelque chose au niveau fiscal. Mais c'est important aussi et positif que le gouvernement a garanti que les adaptations normales donc se feront sans discussion pendant tout le mandat, mais ce qui reste, ce gouvernement est invité à planifier déjà les nouvelles étapes de nouvelles augmentations jusqu'à l'an 2024. Chers candidats, chers collègues, à côté de la question salariale, il y a aussi la durée de travail qui est de plus en plus à discuter. Un patronat
a essayé depuis toujours de prolonger la durée de travail aussi longtemps que possible et essaie aussi, et c'est très actuel, essaie donc de soumettre cela aux intérêts de l'entreprise pour la personne active, la durée de travail, la durée de vie. Pour l'actionnaire, c'est la source du profit et c'est là la différence essentielle. Et ceci se passe ainsi tous les jours et va pendant les années à venir être un de nos gros problèmes. Et là, cela ne va pas sans l'OGBL parce que c'était l'OGBL qui, en 2016, malgré toutes les demandes du patronat, a demandé la flexibilisation et donc la nouvelle loi PAN est devenue une loi positive parce que nous avons à nouveau une définition de tous les horaires mobiles et sous certaines conditions. Nous avons aussi introduit des réductions des horaires de travail. Ceci était contre tout ce que le patronat voulait et ils sont toujours fâchés aujourd'hui. Vu le résultat que nous avons obtenu, nous avons dit que nous voyons un équilibrage. Et ainsi, pendant les années à venir, pour les discussions futures, nous allons agir en conséquence avec nos actions, avec nos compétences sur le terrain et les discussions par rapport à la politique et le patronat. J'ai dit que la durée de travail et la durée de vie, et nous avons ici une meilleure harmonisation de la vie privée et la vie professionnelle. Mais nous sommes aussi du côté de la sécurité et de la santé au travail. Ce sont les orientations de l'OGBL quant à la durée de travail et le jour de congé qui est ajouté maintenant, plus le jour férié légal. Là, il n'y a qu'un syndicat à Luxembourg a pris cette initiative. C'était l'OGBL à partir de 2015-2016, lorsque nous avons demandé la 6e semaine de congé. Et nous continuons dans cette direction. Et je voudrais dire que c'est notre différence par rapport aux autres, tout délégué du personnel expérimenté, c'est qu'il faut avoir plus de participation dans l'entreprise, mais il sait qu'il peut seulement concrétiser cela lorsque cela se fait dans un contexte où au-dessus il y a une bonne convention collective qui règle bien les durées de travail, une loi de travail et qui limite là où ça doit être limité, et une bonne loi de travail, de bonnes conventions collectives et l'action des délégués du personnel dans le tout, c'est l'OGBL. Et à ce moment-là, dans le pays, nous pouvons parler de modèles innovateurs et non pas comme le veut le patronat qui dit donc nous ne voulons pas de convention collective, nous voulons discuter cela sur le terrain. Tout le monde sait dans quelle direction on ira et ceci pour un OGBL n'est pas admissible et le patronat le sait. S'ils veulent avoir cela, ils auront notre pleine opposition. Sind einfach zu viel, sind noch zu viel Kollektivverträge. Aber ja, wir wollen mit der Aktion weiterführen, für alle morgen Bereiche wie am Nettoyage, am Handel, die Arbeitszeiten zu verbessern, bis an auch die Einzelfrauen an den Temps de Travail, involontaire, die vielleicht müssen schaffen, aber prekär Arbeitszeitbedingungen sind, an auch Lohnbedingungen sind. Wir nehmen die als Beispiel zu nennen. Ich kenne da auch ganz rezent. Als Opposition nennen beispielsweise am Gardiennage, wo man gegen Aufschluss in einen Kollektivvertrag sind, den nicht verbessert Arbeitszeiten bringt. Das sind die Betriebe, wo ein Ofes gesagt wird, dass ein bei den Mäuer soll schaffen kommen, obwohl es ein Plan war, aber wo probiert wird,
den Salarié aus allen Avantagen rauszuhalen. Domat muss hier am Land Schluss sein, an da geht Aktion auch weiterhin. Ich kenne da auch. Ich kenne auch die permanente Diskussion rundherum d'Intemperien opzielen oder gegen den Congé kollektiv. Ich kann Herr Bausch zitieren, als ein Bautenminister, den du ganz labber über die Sache schwätzt, mit einem Message haut. Und den Herrn Il y a notre message au ministre, vous entendez? Vous m'entendez moi? Donc, technique. Et si on veut faire quelque chose de positif pour les gens, il faut que tous ces gens vous disent les temps de travail doivent fonctionner d'après une convention collective et la législation sur le travail. Ça, c'est le bon problème. Et chez Luxtram, ils doivent commencer à renégocier une convention collective pour que les gens gagnent ce à quoi ils ont droit et pour qu'ils puissent travailler. C'est le message que nous envoyons ce soir à M. Bausch. Et le temps de travail, c'est un temps de vie. Cela vaut aussi pour ceux qui parlent de la libéralisation des heures d'ouverture dans le commerce à Luxembourg. En partie, ce sont les mêmes, dans le même gouvernement, qui parlent d'harmonisation entre vie privée et vie professionnelle, sans constater à quel point ils sont en contradiction. Et nous le disons clairement. Les heures d'ouverture concernent les heures de travail des gens. Et nous ne sommes d'accord qu'avec une loi qui impose des restrictions en matière d'heures d'ouverture, qui limite les heures d'ouverture et où des écarts ne peuvent fonctionner que par les négociations avec l'OGBL, avec des accords interprofessionnels ou des conventions collectives. Par ailleurs, cette possibilité ne doit plus exister. Je sais que ce soir, je ne dois pas être trop long. Parce que pour le temps de travail, nous pourrions encore parler des heures supplémentaires qui ne sont plus rémunérées. Nous pourrions parler du congé parental où je vous promets l'engagement de l'OGBL qu'à ce niveau, si nous discutons des formules élargies, il n'y aura pas de discrimination contre qui que ce soit et surtout pas contre les revenus inférieurs. Je pourrais parler de la discussion sur le droit à temps partiel à durée déterminée pour des raisons familiales. C'est une bonne idée, mais il ne faut pas mélanger avec une discussion sur le temps de travail. Et je rappelle, ce n'est pas le gouvernement qui l'a inventé. Il y a 20 ans déjà, nous en avons discuté dans les conventions collectives à Luxembourg. Et ça aussi, c'est notre mérite. Je pourrais parler du droit à la déconnexion. Oui, on en parle beaucoup. Et nous l'avons déjà décoché dans une convention collective à l'Université de Luxembourg. Mais maintenant, je voudrais peut-être faire quelques remarques sur les conventions collectives en général, parce que je l'ai dit, nous négocions plus de 200 conventions collectives dans ce pays, mais notre grand problème, et ça c'est aussi une principale revendication, non seulement l'engagement de tout faire pour qu'il y ait plus de conventions collectives, c'est une revendication parce qu'à nos yeux c'est un scandale que un faible pourcentage des salariés à Luxembourg ne possèdent qu'une convention collective. Il faut augmenter ce pourcentage avec le renforcement de l'OGBL grâce à l'engagement de l'OGBL et aussi grâce à l'action du gouvernement qui s'est engagé pour la promotion des conventions collectives à Luxembourg. Et aussi, donc, il doit y avoir une discussion positive pour savoir comment nous pourrons adapter cette loi aux nouvelles réalités. Je l'ai déjà dit, le grand défi des nouvelles technologies, la numérisation, les nouvelles méthodes de production et d'organisation
Et pour cela, nous nous engageons aussi pour nous battre pour obtenir un droit du travail plus moderne dans un sens progressiste. Je dis maintenant, en raison de la longueur de mon intervention, je vais me limiter à quelques mots-clés. Oui, nous avons un problème au niveau de la loi du travail avec les contrats de travail. Nous voulons qu'on limite toutes les conventions, tous les contrats de travail à durée déterminée, ou d'intérim, ou le prêt de main-d'œuvre temporaire, ou encore toutes ces formules atypiques d'indépendance fictive à contrats multiples. Je pourrais énumérer toute une série de problèmes. Il y a quelques jours, des statistiques ont été publiées sur la situation précaire des jeunes à Luxembourg. 20% sont à la limite du risque de pauvreté. Le problème du salaire, c'est un point. Un autre problème, c'est que aujourd'hui, de plus en plus de jeunes vont travailler plus longtemps sans avoir un contrat de travail, et il faut mettre un terme à cela, et la législation doit être améliorée. Et on parle beaucoup aujourd'hui de la digitalisation. Qu'est-ce qui se passe avec les emplois, avec les qualifications? Tout devient toujours plus rapide, et quel est le danger de la perte de l'emploi, de la qualification, de la profession? Oui, et c'est à ce niveau que la législation doit donner des réponses. Je rappelle que depuis des années, nous nous battons pour la réforme de la loi sur le plan de maintien dans l'emploi. Je rappelle que depuis des années, nous exigeons une réforme pour les plans sociaux, une réforme de la loi sur les faillites, une meilleure protection contre les licenciements, et nous exigeons surtout plus de cogestion, plus de prospection dans les entreprises, où tous les emplois doivent être analysés dans les entreprises pour savoir comment ils vont se présenter dans 2 ou 3 ans. Nous parlons de bilans sociaux, d'audits sociaux, tout cela doit venir parce que c'est à ce niveau que l'avenir positif, l'assurance des professions et des qualifications doit être obtenu et nulle part ailleurs. Et là, évidemment, il y a tout le volet de la formation continue professionnelle. Nous savons avec quelle rapidité les connaissances dans notre société sont en évolution. Et si ces connaissances-là concernent aussi les connaissances générales, pas seulement les connaissances professionnelles, donc à ce moment-là, il faudra introduire de nouveaux droits à la formation, avec d'un côté des droits de temps, mais aussi des droits financiers pour que l'on puisse financer ces formations. Je suis content que ce point figure aussi dans le programme gouvernemental. Nous sommes prêts à discuter ce point, et c'est pendant cette législature qu'il faudra le concrétiser. Nous rentrons dans ces élections avec la revendication de renforcer l'État social à Luxembourg. Au cours des dernières années, nous avons beaucoup atteint. Cette action doit se poursuivre. Et je voudrais dire clairement, l'EGBL n'est pas contre les impôts. Nous avons besoin d'un État financièrement fort, d'un État social fort. Et c'est cet État qui doit œuvrer dans l'intérêt des personnes actives, avec d'un côté des infrastructures publiques performantes et des services. Je pourrais citer du domaine scolaire, je pourrais parler de la santé, beaucoup d'autres points, et je pourrais parler de toutes les administrations publiques. C'est un volet contre la privatisation pour le renforcement de nos services publics à Luxembourg. Et si nous ne sommes pas contre les impôts parce que nous avons besoin de ces recettes, nous sommes pourtant aussi pour une justice fiscale. Et à Luxembourg et dans l'Europe, il y a une situation injuste avec l'imposition indirecte par rapport aux revenus sur le capital et l'impôt commercial. Et je rappelle encore une fois, à Luxembourg,
Ce serait faux si on diminuait encore une fois l'impôt commercial et ce serait un mauvais signal si le revenu sur le capital n'est pas imposé plus fortement. C'est une forte injustice par rapport aux impôts que nous payons. Et si nous sommes dans cette discussion sur l'imposition individuelle, nous allons faire très attention pour que l'on n'aille pas dans une mauvaise direction. Mais nous rappelons, et nous l'avons rappelé depuis des années dans cette discussion, il faudra enfin introduire un mécanisme pour adapter le barème fiscal à l'inflation contre la progression froide, ce qui n'est rien d'autre qu'une dévaluation permanente de nos revenus réels. Et il faut mettre un terme à ces agissements. Cela aussi, ce sera un point important dans la question d'une plus grande justice fiscale. Avec le même gouvernement, nous avions négocié un accord en novembre 2014 où il a été décidé que les prestations sociales dans ce pays ne seraient pas seulement liées à l'index, mais évolueraient avec l'évolution du salaire médian. C'est avec satisfaction, une satisfaction partielle, je peux constater que dans le programme gouvernemental, l'indexation des prestations en espèces figure à la fin de la période du mandat, mais encore une fois, je le rappelle, ce gouvernement est invité à respecter cet accord et pour cela, nous exigeons encore une fois ce soir que les prestations familiales dans ce pays se développent en fonction du salaire médian et pas seulement en fonction de l'index, même si l'indexation est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Et dans ce contexte, et là je m'adresse au ministre des Finances et aussi au ministre des Transports pour rappeler que nous sommes d'accord avec la gratuité des transports publics à côté de la critique émise par d'autres qui dit que le point le plus important, c'est l'évolution de toutes les infrastructures dans le transport public à Luxembourg. Et je le dis clairement, parce que c'est indiqué dans le programme gouvernemental, l'abattement fiscal pour frais de déplacement sera réformé vers le bas. Je ne puis m'imaginer que cela pourrait aller dans une autre direction. Et donc là, il vise une détérioration qui est exclue à nos yeux, aussi longtemps que le transport public n'est pas performant pour tout le monde, dans les loisirs et pendant le temps de travail pour se déplacer dans un temps raisonnable. Aussi longtemps, on ne pourra pas toucher à ce point et nous n'accepterons aucune nouvelle discrimination par rapport à nos collègues frontaliers de la Belgique, de la France et de l'Allemagne, car ce sont eux qui seraient le plus fortement concernés. Au contraire, nous demandons pour eux aussi la gratuité au-delà des frontières. Par exemple, pour le train, pour les Français, ce serait jusqu'à Thionville, respectivement à Longwy. Pour la Belgique, ce serait jusqu'à Gouvy ou Arlon. Et pour les Allemands, jusqu'à Diegel. Voilà les revendications de l'EGBL dans cette discussion. Encore quelques mots sur les assurances sociales. Là aussi, un résumé. Parce que là aussi, on voit la force de l'EGBL. En fait, nous pouvons être fiers d'avoir cette force. Nous avons réussi tout au long des années où partout en Europe, on s'est attaqué à l'assurance sociale, où il y a aussi eu une politique d'austérité à Luxembourg. Nos assurances sociales sont restées intactes, c'est notre mérite. Nous pouvons en être fiers, mais je le dis, notre action dans cette direction se poursuit. Nous avions dressé une ligne rouge pour le gouvernement, ne touchez pas à nos pensions, et nous avons dit clairement que les détériorations introduites en 2013, nous voulons qu'elles soient supprimées parce qu'elles sont injustes
Et du point de vue politique, il n'était pas nécessaire. Il faut enfin reconnaître cela. Ceux qui ont voté cette loi à l'époque doivent le reconnaître. C'est allé dans une mauvaise direction. Et, chers collègues, nous allons vérifier de très près comment l'assurance dépendance va se développer. Et nous allons rappeler l'engagement du gouvernement, rappeler au gouvernement s'il devait y avoir un problème quelque part par rapport à la situation préalable, nous allons leur rappeler que sur ces différents points, la loi devra être améliorée. Les mêmes remarques valent évidemment pour l'assurance maladie, où évidemment les priorités se trouvent dans le catalogue des prestations qui devra être amélioré et adapté à la médecine moderne. Cela aussi, c'est une action continue de notre syndicat et pour cela aussi, nous avons besoin de force pour avancer dans les années à venir et pour éviter que dans le domaine de la santé, on procède à la privatisation. Et ça, c'est aussi un grand défi qui nous attend. Chers collègues, je n'ai pas pu aborder tous les sujets. J'ai abordé ce qui était essentiel et à la fin, je voudrais encore revenir sur les élections. L'OGBL a réussi en 2006. Je me rappelle la tripartite et j'ai devant moi Jean-Claude en première ligne. Lui aussi, c'était les tripartites où on a commencé à s'attaquer à l'index. Où de l'autre côté, il y avait l'actuel président de la Commission européenne qui a écrit à la main que le statut unique serait introduit à Luxembourg. Le statut unique a été voté légalement et c'était le mérite de l'OGBL. Mais le mérite, c'était aussi que les deux chambres salariales, chambre des salariés, chambre des employés, aient fusionné après ces élections pour devenir la nouvelle chambre des salariés. Et cela aussi, c'est un très grand acquis. La chambre des salariés, appelons-la le Parlement du travail. Donc là, l'OGBL, depuis le début, a remporté les premières et les deuxièmes élections et j'espère aussi que pour les troisièmes élections, nous allons décrocher la majorité absolue à la Chambre des salariés. Et la question que je pose maintenant n'a rien de provocateur. Mais la question, c'est de savoir comment peut-on envisager dans ce pays de ne pas donner à l'OGBL toutes ses voix pour la Chambre des salariés. Comment peut-on avoir cette idée? Parce que au cours des 10 années où l'OGBL détient la majorité absolue, je n'ai entendu de nulle part, et je le souligne, de nulle part, je n'ai entendu la moindre critique contre notre travail, donc il n'y a aucune raison pour ne pas voter pour l'OGBL, chers collègues. Et je ne voudrais pas flatter Jean-Claude, il est président de la Chambre des salariés depuis tellement longtemps. Oui, mais lui, il n'aurait pas réussi sans le soutien de l'OGBL. Mais dans cette Chambre des salariés, le Parlement du travail, au cours de toutes ces années, on a fait un énorme travail. Et pour sa première mission, à savoir être consultative avec des avis par rapport au travail du gouvernement et au travail de la Chambre et tous les projets de loi et tous les règlements qui ont été proposés, à savoir dans des domaines qui concernent tous les salariés, qu'ils habitent à Luxembourg ou non. Et là, on a fait un énorme travail, mais le plus important, ce sont les nombreuses études, les nombreuses analyses qui ont été faites par rapport à toutes les questions qui nous intéressent et qui ont une actualité politique et toutes les questions qui rentrent sur le plan européen. Parlons du semestre européen, on y fait un énorme travail
Et ce travail, nous en avons besoin au niveau de l'OGBL pour le développement de notre programmatique, pour le développement de nos positions, si nous rentrons dans des négociations avec toutes ces questions. J'en ai énuméré beaucoup, et cela aussi, c'est très important, et c'est là où se trouve l'énorme importance de la Chambre des salariés, à côté, évidemment, de la large offre en formation professionnelle et aussi en formation syndicale. Pour nos membres, entre-temps, des milliers de personnes ont suivi ces formations et avec des résultats positifs. Donc, encore une fois, on a fait un formidable travail. Et pourquoi donc voter pour quelqu'un d'autre que pour l'OGBL? Et cette élection pour la Chambre des salariés, chers collègues, c'est la plus grande élection démocratique à Luxembourg. Plus d'un demi-million d'électeurs et d'électrices ont été appelés. Tous ceux qui travaillent à Luxembourg sous le statut privé, que tout le monde, donc on vit à Luxembourg ou à l'étranger, indépendamment de la nationalité, et aussi ceux qui sont actuellement à la retraite, donc plus d'un demi-million. Et, chers collègues, je puis vous dire une chose. Tout le pays attend avec impatience le résultat des élections pour la Chambre des salariés. Et je puis vous dire aussi que les organisations patronales ne seraient pas opposées à ce que l'OGBL soit affaibli lors de ces élections. Toutes les voix que l'OGBL ne reçoit pas, ce sont des voix perdues contre notre défense de l'État social en faveur d'une meilleure législation sociale et beaucoup plus. Et pour cette raison, et cela vaut aussi par rapport à nos discussions avec le gouvernement, c'est très important de renforcer l'OGBL et c'est pour cela que je lance aujourd'hui un appel que je n'adresse pas seulement à vous, vous qui êtes dans la salle, vous les candidates et les candidats. J'adresse cet appel à vous en ce sens qu'il faut motiver tous vos collègues de travail dans l'entreprise, traversez votre entreprise, parlez avec tout le monde, dites que cette élection est aussi importante que l'élection des délégations du personnel et lancez un appel pour qu'ils votent parce que déjà, s'il y a une forte participation aux élections, c'est un signal du salariat à Luxembourg par rapport aux organisations patronales, par rapport à la politique, pour dire que nous sommes prêts à Luxembourg à défendre nos intérêts. Et si on veut bien les défendre, alors il est clair qu'il faut lancer un appel pour voter pour la liste 1 de l'OGBL. Et le renforcement de l'OGBL, ce n'est pas une formule gratuite. Le renforcement de notre capacité d'agir, voilà l'enjeu. Et c'est le meilleur chemin pour renforcer le dialogue social à Luxembourg, pour le relancer, pour que nous puissions avoir un effet sur le dialogue social, sur les négociations sociales. Ce n'est qu'avec des relations de force positives qu'on peut imposer au patronat des résultats qui permettent d'obtenir un résultat là aussi. Voilà l'enjeu de ces élections. Et toutes ces visions, toutes les divisions dans le mouvement syndical seraient un affaiblissement pour le salariat. Et encore une fois, je le rappelle, le salariat luxembourgeois ne peut plus se permettre le luxe d'avoir une division syndicale. Et donc, je lance encore une fois un appel, l'unité dans une organisation forte, donc renforcer l'OGBL, la liste 1. Chers collègues, les élections ne sont jamais gagnées d'avance, ni perdues d'ailleurs. Le succès, bon, on doit se battre pour l'obtenir. Et encore une fois, je lance un grand appel. Faites tous les efforts possibles à partir de demain matin jusqu'au 12 mars pour que nous obtenions les meilleurs résultats possibles. Parlez avec vos collègues du travail, avec les membres de vos familles, avec tous vos amis, pour que nous puissions obtenir le succès escompté. Moi, de mon côté,
Je souhaite à tous les candidats, toutes les candidates, je leur souhaite beaucoup de chance pour ces élections, pour notre force commune, pour l'OGBL, pour les personnes actives à Luxembourg. Vive l'OGBL, le syndicat numéro 1 et aussi la liste numéro 1. Merci.